Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les citoyens de Québec ne savent plus quoi penser au sujet du réseau de transport structurant. Depuis une semaine, c'est le cafouillage total. Chaque jour, ils ont droit à un nouvel épisode qui brouille encore davantage les cartes. Ils voient que Québec et Ottawa se chicanent. Ottawa dit que l'argent est disponible. Québec dit que c'est pas vrai en nous étourdissant avec un paquet d'enveloppes budgétaires et de chiffres. Pour calmer le jeu, le chef de la CAQ assure que le projet de tramway est important. Il prend soin toutefois d'ajouter que d'autres projets le sont aussi, sans toutefois les nommer. Même ses ministres ne semblent pas au courant et se contredisent. Le premier ministre a affirmé hier en cette Chambre avoir envoyé une liste de ses priorités au fédéral. Le fédéral dit « je ne l'ai pas reçue ». De son côté, la ministre de la Capitale-Nationale dit que la liste sera finalisée et qu'elle pourra être transmise par la suite. Le président du Conseil du Trésor a pour sa part diffusé sur les réseaux sociaux un aperçu de la liste qui, selon lui, a été transmise. Du stuff de junior, Monsieur le Président. Ottawa a certainement besoin d'une liste, Monsieur le Président, mais ce dont les citoyens du Québec ont besoin, c'est de la volonté politique de la part du premier ministre. Ma question est simple. L'avez-vous, cette volonté politique? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a signé une mauvaise entente avec le gouvernement fédéral. Il y a un fonds de 5,2 milliards. D'abord, parce qu'il y a eu une erreur de l'ancien ministre des Finances, on a perdu 200 millions de dollars. Les Québécois ont perdu 200 millions de dollars parce que l'ancien ministre des Finances libéral s'est trompé. Première erreur. Deuxième erreur, sur le fonds de 5,2 milliards, il est permis d'utiliser seulement 400 millions pour le projet de tramway à Québec. Maintenant, il y a un deuxième fonds, infrastructure verte, 1,8 milliard. Dans ce fonds, il y a un volet qui permet effectivement d'être utilisé pour tous les systèmes de transport en commun au Québec, un total de 800 millions de dollars. Mon collègue, le président du Conseil du Trésor, a donné cette liste, déjà il y a plusieurs semaines, à François-Philippe Champagne. Ce sont des projets qui sont un peu partout au Québec. Donc, moi, encore une fois, là, je voudrais bien comprendre. Qu'est-ce que le chef de l'opposition propose? Est-ce qu'il propose qu'on prenne tout le 800 millions pour Québec? Est-ce qu'il propose que ce soit le gouvernement du Québec qui finance le 800 millions qui manque? Qu'est-ce qu'il propose au-delà de chialer? La première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous savez, l'insulte, ça ne mène nulle part, Monsieur le Président. Vous savez, le secteur des transports est celui qui produit le plus de gaz à effet de serre au Québec. Québec veut les réduire, d'ailleurs, c'était notre plan de 37,5 % d'ici 2030. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour dire que le tramway à Québec va contribuer à l'atteinte de cet objectif? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle défonce une porte ouverte. Il a beau faire des points de presse avec ses nouveaux amis de Québec solidaire, il reste que tout le monde ici est d'accord avec le projet de 3 milliards de transport structurant à Québec. Tout le monde est d'accord. Il y a un problème. Le gouvernement libéral avait annoncé que le gouvernement du Québec en financerait 1,8 milliard, puis que le fédéral en financerait 1,2 milliard. Ils se sont trompés. Il manque 800 millions. Est-ce que je peux avoir le début du commencement d'une suggestion? Où prend-on le 800 millions qui manque? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Pourtant, Monsieur le Président, lors de l'étude des crédits, le chef de la CAQ m'avait confirmé qu'il n'avait pas d'étude pour le troisième lien. Pas de coût, pas de financement attaché. Malgré tout, il n'y a aucune hésitation quant à la réalisation. Pour bien comprendre ses priorités concernant la Ville de Québec, est-ce que le premier ministre nous dit aujourd'hui qu'il ira de l'avant coûte que coûte pour le troisième lien, sans même avoir de financement de la part du gouvernement fédéral? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, vous avez remarqué que le chef de l'opposition change de sujet.
étant donné qu'il n'y a plus rien à dire sur le projet de tramway à Québec, il change de sujet. Je m'excuse, là, mais les gens qui nous écoutent par milliers, peut-être même par centaines de milliers, ont bien vu que le chef de l'opposition n'a rien à proposer. Je répète, là, je veux bien comprendre la proposition. On prend où le 800 millions pour le tramway de Québec qui manque? On le prend où? Complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous êtes le seul à qui appartient la parole. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît, pour bien entendre la question. Monsieur le Président, quand on n'a pas de réponse, qu'est-ce que vous voulez? On change de sujet. Pour le troisième lien, le chef de la CAQ est capable de prendre des décisions rapides dans le troisième lien. Sans même avoir d'études, il a décidé que le tracé serait dans l'Est, que la construction allait débuter au cours de son mandat. Alors pourquoi, encore une fois, Monsieur le Président, c'est aussi simple pour le troisième lien et aussi compliqué pour le réseau de transport structurant? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, avez-vous entendu une suggestion? Est-ce que quelqu'un... Hein? S'il vous plaît. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a signé une mauvaise entente. Au lieu d'utiliser 1,2 milliard, Votre attention. on peut seulement utiliser 400 millions. Il manque 800 millions. Donc, est-ce que le Parti libéral, comme d'habitude, nous demande de se coucher devant Ottawa, d'accepter juste le 400 millions? Est-ce qu'il nous demande d'aller piger dans les fonds qui sont destinés aux autres municipalités? Qu'est-ce qu'il propose? Personne ne le sait. Question principale, Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Merci, Monsieur le Président. Nous terminons aujourd'hui 6 jours de consultation sur le projet de loi 21. De ces 6 jours en ressort une certitude, celle de l'absence de consensus face à ce projet de loi. De plusieurs groupes entendus en ressort beaucoup d'inquiétudes, des droits brimés, des rêves brisés et par-dessus tout cela, une clause dérogatoire très contestée. Nous avons entendu des experts avec des regards très différents sur le projet de loi, voire même des points de vue totalement opposés. Au retour en Chambre le 27 mai, il ne restera que 3 semaines de session parlementaire. Un projet de loi aussi majeur qui atteint gravement aux droits des minorités doit pouvoir s'étudier avec tout le temps nécessaire. Le temps n'est certainement pas à la bousculade, ni au manque de rigueur, ni à l'improvisation. Comment, en si peu de temps, réussira-t-on à avoir un projet de loi vraiment rassembleur qui saura répondre à l'étendue des inquiétudes exprimées? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, effectivement, nous terminons les consultations aujourd'hui sur le projet de loi 21 et je tiens à souligner le ton de la députée de Marguerite-Bourgeoys. Tout au long des consultations, elle s'est gouvernée comme elle avait dit qu'elle allait le faire et je pense que ça fait honneur à sa fonction de députée et c'est inspirant aussi, lorsqu'on est dans l'opposition, d'entendre un discours réfléchi et rafraîchissant comme ça. Alors, je tiens à l'en féliciter. En ce qui concerne le temps d'étude pour le projet de loi 21, écoutez, on va avoir 3 semaines, dont 2 semaines intensives au retour. Ça fait plus de 10 ans qu'on débat de ces questions-là. Il y a plusieurs formations politiques, ici même en cette Chambre, qui ont déposé des projets de loi qui touchaient de près ou de loin la laïcité de l'État. Je crois qu'au Québec, on est arrivé à une situation de consensus. La CAQ s'est engagée dès 2013 à faire en sorte que les personnes en situation d'autorité ainsi que les enseignants n'allaient pas porter de signes religieux. C'est ce qu'on propose dans le projet de loi, c'est ce qu'on avait proposé en campagne électorale et on respecte l'engagement que nous avons pris devant les Québécois. Il est temps de faire en sorte qu'au Québec, on sépare l'État des religions. C'est ce qu'on fait avec la laïcité. Il est temps qu'au Québec, les services publics soient donnés et reçus à visage découvert. C'est ça qu'on fait et on interdit le port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Ces derniers jours, plusieurs groupes nous ont dit craindre pour le climat social suite à l'adoption de ce projet de loi. La CSN nous a cité hier le groupe Justice Femmes qui a constaté une augmentation anormale des incidents et des crimes haineux depuis le début du projet de loi 21, allant de l'agression verbale à l'agression physique. Dans un tel contexte de division et d'inquiétude, comment le ministre peut-il en plus y ajouter la menace d'un bâillon? Monsieur le ministre de l'Immigration. Madame la Présidente, Monsieur le Président, pardon, la seule personne qui parle ici de bâillon, c'est le Parti libéral du Québec. Moi, j'ai toujours été en mode collaboration et de façon à faire en sorte d'adopter le meilleur projet de loi possible. Alors, si le Parti libéral a des bonifications, des suggestions, je vais être ouvert à les entendre.
Mais durant les consultations, il y a eu plusieurs personnes qui sont favorables au projet de loi. Pour le droit des femmes, qui disent « Les minorités qui sont ici au Québec disent bravo au projet de loi 21 qui nous permet d'exister, de respirer. Je suis fière d'être citoyenne québécoise. » Leila Lesbeth, Mme Jelma Benabid et Louise Mayou. Plusieurs intellectuels, hommes et femmes politiques européens, dont la philosophe Elisabeth Bazin, ont signé un tel appel. Monsieur le Président, il y a plusieurs appuis au projet de loi. Les Québécois souhaitent l'adoption de ce projet de loi. Il sera Deuxième adopté. complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Bien, justement, on va passer toute la période de questions à donner les citations totalement inverses à celles que le ministre vient de donner. Le ministre peut jouer sur les mots si ça lui plaît, mais son premier ministre a été clair à l'effet que le 15 juin, le débat serait terminé. Pourquoi le ministre s'entête-t-il à conserver cette épée de Damoclès qu'est le bâillon pour mettre fin à un processus légitime et démocratique essentiel dans un contexte aussi délicat que celui de brimer des droits et libertés? Comment peut-on bien accomplir notre travail avec cette menace au-dessus de nos têtes? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il n'appartient qu'au Parti libéral de faire en sorte que le projet de loi 21 soit accepté, soit adopté. Monsieur le Président, pendant 10 ans, on a débattu de cette question-là. Il y a eu la commission Bouchard-Taylor, 15 régions, 22 forums citoyens, 31 jours d'audition, 900 mémoires déposées, projet de loi 94 de la députée de Notre-Dame-de-Grâce, 90 heures de débat, 85 en commission parlementaire, la Charte du Parti québécois, 13 journées de consultation, 70 heures d'échange, projet de loi 62, 75 heures de débat, dont 66 en commission. Monsieur le Président, on est rendu au Québec à faire appliquer une loi qui va faire en sorte qu'on va séparer l'État des religions. C'est un projet de loi qui est modéré, qui est pragmatique et qui est applicable, et le gouvernement va aller de l'avant. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, afin de mettre à l'abri de l'illégalité son projet de loi dit modéré, le gouvernement veut imposer la suspension de tous les droits et libertés protégés par la Charte québécoise, rien de moins. Pour protéger le projet de loi 21, le gouvernement veut faire comme s'il n'y avait plus de Charte québécoise. Ça, c'est la clause dérogatoire. Tous les droits et toutes les libertés seront inexistantes. Quand on parle à plus de droits, quand on n'a plus de droits et de libertés, Monsieur le Président, c'est une licence pour discriminer. Dans son mémoire, la Commission des droits de la personne a souligné que le recours à la clause dérogatoire, même appliqué de manière ciblée, c'est un geste grave qui doit être justifié par des circonstances exceptionnelles. La ministre de la Justice peut-elle nous instruire sur les circonstances exceptionnelles qui feraient présentement rage au Québec et qui justifieraient la mise au rencard de nos droits et libertés? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il appartient... en fait, le gouvernement pense qu'il appartient aux parlementaires québécois de décider de quelle façon les rapports entre l'État et les religions vont s'organiser au Québec. Le Québec est une société qui est distincte. J'espère que vous ne le niez pas. Le Parti libéral souhaite uniquement que ce soit les tribunaux qui décident de quelle façon les rapports entre l'État et les religions vont s'organiser. Du point de vue du gouvernement, ce n'est pas notre option, Monsieur le Président, parce qu'on considère qu'il est légitime qu'ils reviennent aux députés élus par leurs concitoyens et leurs concitoyennes de faire ce choix-là. Et je m'explique mal comment le Parti libéral peut être en désaccord avec le projet de loi, notamment sur le fait qu'au Québec, on souhaite que les services publics soient donnés à visage découvert et aussi reçus pour des motifs d'identification ou de sécurité. Le député de Robert Baldwin, Monsieur le Président, a voté en faveur du projet de loi 62, alors que les articles sont suspendus. Ne souhaite-t-il pas que dans notre société, la base minimale lorsqu'on demande un service public, ça soit que ça se fasse à visage découvert? Est-ce que le député de Robert Baldwin est en désaccord avec ça? Est-ce qu'un seul député libéral est en désaccord avec cette proposition? Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Nous sommes attentifs, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le leader du gouvernement dit « le gouvernement pense ». Le leader du gouvernement dit « moi, j'aimerais ça savoir ce que pensent les députés ». Il y a une personne ici qui n'a pas encore pris la parole, puis on aimerait ça savoir ce qu'elle pense. C'est la procureure générale du Québec, ministre de la Justice, la première conseillère du gouvernement qui doit déconseiller à ce gouvernement, Monsieur le Président, d'appliquer la clause dérogatoire. On suspend tous les droits et toutes les libertés des Québécoises, articles 1 à 38. Elle n'a pas encore eu l'occasion par son leader de se lever et de parler. Est-ce qu'elle peut le faire aujourd'hui? Monsieur le ministre, Merci. Réponse, ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, S'il vous plaît.
Monsieur le Président, je sais que le député de Lapinière attend avec attention mon intervention. Alors, la voici. Je vous demanderai, député, de vous interpeller. Attentif à la réponse, comme nous sommes attentifs aux questions. Qui vient de faire, là? Alors, Monsieur le Président, on est dans une situation où c'est un débat de société qui perdure depuis des années. Les Québécois souhaitent que ce soit les élus de l'Assemblée nationale qui prennent la décision relativement à la laïcité de l'État, le fait de séparer les religions de l'État. Le Parti libéral n'est pas d'accord avec ça? Deuxième complémentaire. Monsieur le député de La Fontaine, pour les autres députés, on est attentifs, s'il vous plaît. Certains d'entre vous sont plus bavards que d'autres. Monsieur les députés de La Fontaine. Monsieur le Président, vous avez fait de la télévision. Vous vous rappelez de l'émission Avis de recherche? Ce matin, on lance un avis de recherche. Où est la ministre de la Justice? Première conseillère du gouvernement, notamment en matière de droits et libertés, notre charte québécoise. Elle doit déconseiller ce gouvernement-là, Monsieur le Président, d'appliquer la clause dérogatoire, et tout ça sous menace du bâillon. Aujourd'hui, et en plus, qui plus est, tous s'entendent qu'il y aura quoi, Monsieur le Président? Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, de nombreuses contestations judiciaires. Avis de recherche. Où est la ministre? Monsieur le ministre de... S'il vous plaît, encore une fois, vous connaissez nos règles. On a tous avantage à être attentifs. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, vous savez ce qui est intéressant dans les propos de La Fontaine, du député de La Fontaine, c'est qu'il dit l'utilisation du recours aux dispositions de dérogation. Il devrait s'inspirer de La Fontaine. Le recours aux dispositions de dérogation ne devrait pas être utilisé. Or, il y a des premiers ministres issus de sa propre formation politique qui l'ont utilisé à de multiples reprises. Le premier ministre Couillard, le premier ministre Charest, le premier ministre Bourassa les ont utilisés. Et d'ailleurs, sous son gouvernement, sous leur gouvernement en 2014 et 2018, la clause dérogatoire a été utilisée dans différents projets de loi et elle survit dans plusieurs projets de loi actuellement que vous avez réadoptés. Alors, est-ce que le député de La Fontaine nous invite à limiter les droits et les obligations des parlementaires ici au nom du peuple québécois? Question principale, monsieur le député de Rimouski. Dans un CHSLD près de chez vous, 17 préposés absentes sur 31. 13 du temps supplémentaire est obligatoire. Dans certains CHSLD, c'est plus de 25 Cela contrevient systématiquement à la loi en exigeant plus de 2 heures de TSO. Des cas à découvert, menaces de sanctions si les préposés refusent, préposés exténués, songent à quitter, n'arrivent pas à donner les soins comme elles le voudraient. Écoutez, seulement 36 des préposés aux bénéficiaires restent en poste après 5 ans et 25 quittent au courant de la première année. Tout cela, ça représente énormément d'instabilité pour des gens qui ont pourtant grandement besoin de stabilité. Est-ce que le gouvernement reconnaît cette situation qui est inconcevable et peut s'engager aujourd'hui à améliorer les conditions de travail de celles et ceux qui donnent soin aux aînés les plus vulnérables au Québec? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, oui, nous reconnaissons la valeur extrême des préposés aux bénéficiaires. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion hier de rencontrer les présidents directeurs généraux et les présidentes directrices générales des 6 des établissements de santé et de services sociaux du Québec. Et c'est un grand défi, la pénurie de main-d'œuvre actuellement. Mais je vais vous dire, Monsieur le Président, que nos établissements, en lien avec les syndicats concernés, travaillent très fort actuellement et ça donne des résultats. C'est sûr qu'on ne peut pas régler une situation comme ça, un héritage qu'on a eu, là, en l'espace de 2 semaines, là. Mais, Monsieur le Président, je suis à même de dire à la population qu'on a des résultats concrets. Il y a des initiatives qui se prennent actuellement. Par exemple, on a donné 15 millions de dollars comme gouvernement pour donner des bourses à des personnes qui veulent devenir préposées aux bénéficiaires et ça fonctionne. Il y a des CIUS qui donnent des formations en établissement, beaucoup de CIUS qui donnent des formations en établissement. Et il y a même une liste d'attente. Première complémentaire, monsieur le député de Rimouski. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le président du Conseil du Trésor pourrait nous confirmer qu'en reconnaissant l'ancienneté de certains préposés rendus aux derniers échelons, le ministre pourrait bonifier leur salaire de 50 cents par heure sans rouvrir les conventions collectives? Ce qu'on comprend, c'est que le scénario actuel du gouvernement donnerait seulement 6 cents de l'heure ou 1 cent de l'heure d'augmentation à des gens qui prennent soin des aînés. Moi, je parle d'êtres humains qui sont là, qui travaillent, qui sont exténués. Est-ce qu'on pourrait leur donner un signal et améliorer leurs conditions de travail?
Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, tout d'abord, j'apprécie beaucoup la question parce que c'est un sujet que nous avons la chance de parler régulièrement au Conseil des ministres avec ma collègue à la santé, ma collègue entre autres notamment pour tout ce qui est des maisons des aînés et tout ce qui est des CHSLD. Et je pense que je vous sens, Monsieur le Président, je sens le député très sensible à cette cause-là. Vous savez très bien que nous allons entrer dans une période de négociations importantes avec l'ensemble de la fonction publique au cours de la prochaine année. Nous sommes à regarder les différentes façons que nous pouvons continuer d'appuyer les gens qui supportent le système. Parce que vous le savez, c'est très important pour nous de continuer à bien traiter nos employés. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Hier encore, on apprenait qu'en moins de 24 heures d'avis, un CHSLD fermait. Les préposés qui sont dans ce CHSLD-là sont virés à l'envers. Ils disent c'est très dur à vivre, c'est comme ça, c'est sans cœur. Ce que je dis, c'est que ces êtres humains-là qui donnent des services aux aînés, ils sont complètement débordés et la pression est sur eux autres. Et on a une population vieillissante. Les services, ça va juste augmenter les besoins. Fait qu'on faut que ces personnes-là sentent qu'aujourd'hui, le gouvernement et les députés, on reconnaît leur travail et qu'on va améliorer leurs conditions de travail. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, je trouve totalement inacceptable ce qui se passe au CHSLD privé Rive-Sud, fermé à une journée d'avis, faire en sorte que des personnes vulnérables soient obligées de déménager. Il y a un poids sur les familles, sur les proches aidants, sur les employés. J'ai demandé aujourd'hui au sous-ministre de mettre en place des mécanismes d'imputabilité. On est rendu là. On ne peut pas accepter comme société de voir qu'un CHSLD ferme ses portes à 24 heures d'avis. Tout le monde en conviendra. Et oui, Monsieur le Président, nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour améliorer les conditions de vie du personnel qui travaille dans nos établissements de santé et de services sociaux. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, j'ai rencontré des gens qui, à l'âge de 60 ans, travaillent encore au salaire minimum, 12,50 $, 23 000 par année. Ce matin, je me lève, j'ouvre le journal, puis j'apprends qu'il y a 114 employés de l'État qui gagnent plus que le premier ministre. Ça m'a choqué. Puis je pense que je ne suis pas la seule. Éric Martel, Hydro-Québec, 580 000. Michael Sebia, Caisse de dépôt, 500 000. Louis Morissette, AMF, 460 000. Pierre-Gabriel Côté, Investissement Québec, 450 000, bientôt remplacé par Guy Leblanc, l'ami du ministre de l'Économie, qui va gagner le double. La liste continue, Monsieur le Président. Puis ça, imaginez-vous, c'est juste en salaire. C'est avant les bonis, avant les allocations de logement, avant les voitures de fonction, avant les abonnements au gym. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde? Nos préposés aux bénéficiaires, 40 000, ça, c'est s'ils travaillent dans le public. Nos infirmières, 76 000. Nos enseignantes, 76 000. Guy Leblanc pourrait faire son million dès son entrée en fonction, mais les chiffres que je viens de vous nommer, là, ça, c'est l'échelon maximal après des années de loyaux services, des gens qui prennent soin des malades puis de nos enfants. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre trouve que c'est juste ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans notre société, il y a différentes fonctions, il y a différentes responsabilités, puis il y a différents salaires. Je comprends qu'il y en a qui aimeraient mieux qu'on vive dans une espèce de système communiste où tout le monde gagne le même salaire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des postes comparables qui existent dans l'entreprise privée. Il y a des postes comparables qui existent dans les États autour du Québec. On ne peut pas s'isoler de la réalité des marchés. Et cet après-midi, je vais rencontrer les 200 hauts fonctionnaires de l'État. C'est important qu'on ait les meilleurs, Puis même chose pour les dirigeants de nos sociétés d'État, c'est important qu'on ait les meilleurs. Puis pour avoir les meilleurs, il faut offrir une rémunération qui est comparable à ce que ces personnes pourraient gagner dans le privé ou ailleurs dans les autres États autour du Québec. Donc, je comprends peut-être que ce n'est pas l'objectif
ou la vision de la chef de Québec solidaire. Jusqu'à preuve du contraire, dans un système capitaliste, c'est le moins pire système, puis ça suppose d'offrir aux gens qui travaillent dans la fonction publique des salaires qui sont compétitifs. On ne fera pas des folies comme a fait l'ancien ministre de la Santé avec les médecins spécialistes, où là, on va aller donner plus que ce qui se donne en Ontario. On ne fera pas les folies de l'ancien ministre de la Santé qui crie actuellement. Première complémentaire. Je demanderai le silence. La seule personne qui a la parole est la chef du deuxième groupe d'opposition. Le meilleur système, ça dépend pour qui, si tu es en haut ou en bas. Je commence à comprendre pourquoi le premier ministre dit aux travailleurs-travailleuses d'ABI en leur cadre depuis 16 mois qu'ils gagnent un peu trop d'argent, mais qu'il ne dit pas un mot sur le PDG de la compagnie, par exemple. Est-ce que la vision du premier ministre, c'est de gérer l'État comme on gère une multinationale? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le salaire moyen au Québec, c'est 49 000. C'est un salaire moyen. Il y en a qui gagnent moins, il y en a qui gagnent plus. La chef, la co-porte-parole de Québec solidaire, gagne à peu près 100 000 par année. Est-ce que c'est sent mal? Même 120 000 qu'elle vient de me dire. 130 000. Est-ce que... Comment la chef de Québec solidaire peut-elle accepter de gagner 130 000 alors que la moyenne au Québec, c'est 49 000? Deuxième complémentaire. Je vais vous demander encore une fois votre attention, s'il vous plaît. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse entendre les échanges et éviter de vous interpeller. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. L'État québécois, là, c'est pas une business. Vraiment pas une business. C'est là pour prendre soin du monde. Les réponses du premier ministre ce matin, en fait, sont complètement déconnectées de la réalité de la grande majorité des Québécois et Québécoises. Pour lui, 500 000, c'est un salaire juste. Pour le reste du monde au Québec, c'est une fortune inimaginable. Pour qui le premier ministre gouverne? Le peuple québécois ou ses amis du 1 %? Monsieur le premier ministre, s'il vous plaît à tous, vous connaissez nos règles. Monsieur le Président, la co-porte-parole de Québec solidaire gagne 130 000 par année. Peut-être pas dans le 1 %, mais pas loin. Peut-être dans le 5 %. Moi, j'aimerais savoir qu'elle sorte en point de presse puis qu'elle explique que c'est mal à l'aise de gagner 130 000 alors qu'il y a du pauvre monde qui gagne seulement 20 000. Qu'est-ce que ça explique, là? Moi, je pense que la responsable de Québec solidaire a des responsabilités importantes, qu'elle mérite ce salaire, puis il faut arrêter de faire de la petite politique avec ça. Question, monsieur. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Je vais demander tous de garder votre calme. 2 secondes, monsieur le leader. Vous aurez la parole lorsque les gens seront attentifs à ce que vous avez à dire. Alors, je vous demande votre silence et votre collaboration, s'il vous plaît. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Oui. Monsieur le Président, petite politique est un terme non parlementaire en cette Chambre, alors je demanderai au premier ministre de retirer ses propos. Monsieur le leader du gouvernement. La réalité, Monsieur le Président, c'est la réalité des faits. Hein? Si Québec solidaire décide de se comporter de cette façon-là, ça leur appartient et ça doit être nommé ici dans le Salon Bleu. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition complétera là-dessus. Je vous laisse aller. Monsieur le Président, c'est pas la poursuite de l'échange entre la chef de Québec solidaire et le premier ministre là, qui se passe là. Il y a des propos non parlementaires qui ont été prononcés. On peut être en désaccord ou en accord sur le fond, mais sur la forme, c'est non parlementaire. Le premier ministre doit les retirer et le leader du gouvernement doit lui demander de le faire. Je vais vous demander, ce mot-là est un mot interdit. Il est inscrit. Je demande de retirer ce mot. Il vient d'être retiré. Je vous demande votre attention à tous, de faire attention aux propos que vous tenez. Nous sommes en période de questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous avez maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, pendant que le ministre du Travail essaie de contribuer à la pénurie de main-d'œuvre en trouvant des solutions puis en gardant les aînés au travail, on a parallèlement à ça le ministre de l'Immigration qui assure une paralysie au sein de son ministère. On ne traite pas les anciens dossiers, on ne traite pas les nouveaux dossiers.
Mais ça a des conséquences directes, Monsieur le Président. Et une de ces conséquences directes sur l'économie, c'est l'entreprise Velan. L'entreprise Velan vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle va à nouveau supprimer des emplois, les délocaliser. C'est une entreprise dont le siège social est ici, au Québec. Pourtant, elle a annoncé déjà en janvier qu'elle délocalisait plus de 130 emplois. Elle va le faire encore aujourd'hui, 65 emplois. Et là, on parle d'emplois qui sont à 30 à 35 $ de l'heure. Exactement les emplois que l'on veut préserver au Québec. Alors, ma question est la suivante pour le ministre de l'Économie. Qu'entend-il faire pour préserver ces emplois? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je n'ai pas tout le détail de la compagnie Velan, que je connais bien, par contre. Et la société doit passer par des restructurations et est un bon citoyen québécois et a fait des réaménagements de son portefeuille d'entreprise en Amérique du Nord. Tout ce que je peux répondre, c'est que, en connaissance de cause, une famille qui est établie au Québec, qui est basée au Québec, qui a le Québec à cœur et qui, comme d'autres compagnies, doit de temps en temps prendre des décisions difficiles pour optimiser leur opération. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, un bon citoyen québécois qui est en train de déménager, parce que si à une époque, il y avait 400 employés, dans les prochains mois, il va en rester environ 80. Alors, c'est une entreprise qui déménage, pas seulement l'entreprise, les employés qui s'en vont, et également la machinerie qu'on est en train d'envoyer ailleurs. Alors, depuis janvier qu'ils ont annoncé des mises à pied, qu'a fait le ministre depuis janvier pour nous assurer qu'on préservait les emplois ici au Québec? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je partage très, très bien le souci de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Nous avons mis en place un programme pour aider les manufacturiers québécois. Il y a 26 000 unités manufacturières au Québec. On a mis un programme en place pour le 4.0. On a mis en place un programme pour aider sur la numérisation. Et nous sommes au travail avec le CRIC, avec Investissement Québec, pour donner des programmes aux entreprises qui peuvent en bénéficier. Il faut accepter qu'il va y avoir de l'optimisation mondiale qui va se faire des entreprises. Et Velan va demeurer quand même une compagnie avec un siège social québécois. Velan, à ma connaissance, parle au ministère pour des programmes pour certaines opérations. Alors, il faut accepter que la mondialisation va faire qu'on va avoir des gains et des pertes. Mais net, on a des gains. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, c'est quand même incroyable. On nous parle depuis le début des emplois à 30-35 $ de l'heure. Et là, ce que l'on dit, c'est qu'on est en train, peut-être avec le ministère, de regarder différentes options. Depuis le mois de janvier qu'ils ont annoncé des mises à pied, qu'a fait le ministre exactement depuis le mois de janvier pour préserver ces emplois-là de 30 et 35 $ de l'heure? C'est une entreprise qui a son siège social ici au Québec. C'est une entreprise qui œuvre notamment à Granby. Alors, il y a des conséquences directes. Est-ce que le ministre peut se lever avec une réponse qui ne soit pas générique, mais spécifique par rapport au cas de Velan? Monsieur le ministre de l'Économie, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, si on regarde les statistiques, depuis 6 mois, il y a eu la création d'emplois. Le secteur manufacturier a augmenté ses exportations. Alors, il y a beaucoup d'indications favorables à l'économie qui fait qu'on n'a pas à se soucier de choses spécifiques. Le cas spécifique de Velan, je ne connais pas le détail, je dois avouer, mais je sais pertinemment qu'on a des discussions avec d'autres entités de Velan pour faire de l'optimisation, comme on fait avec plusieurs autres entreprises. Alors, je ne pense pas qu'on puisse prendre un exemple pour généraliser. Les statistiques québécoises, depuis 6 mois, sont favorables pour l'emploi et favorables pour les salaires aussi. Alors, moi, je suis très satisfait de ce qu'on voit au Québec depuis 6 mois. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, les liens entre santé et changement climatique sont évidents. La Direction régionale de santé publique de Montréal révèle que l'an passé, au moins 66 décès étaient liés à la chaleur extrême entre le 30 juin et le 8 juillet 2018. Les personnes démunies, âgées, ceux avec des problèmes de santé mentale sont les plus vulnérables. Au cours des 50 prochaines années, 20 000 décès seront causés par les changements climatiques. Les coûts pourraient atteindre près d'1 milliard de dollars d'ici 2064, et ça, c'est Ouranos qui nous le dit. L'Association canadienne des médecins pour l'environnement a également sonné l'alarme il y a quelques jours. L'impact des changements climatiques n'a pas été pris en compte dans le budget 2019-2020 pour la santé. Le coroner en chef, Pascal Décary, songe à déclencher une enquête publique. Est-ce que le gouvernement va mandater immédiatement la coroner en chef pour faire cette enquête publique sur l'impact des canicules sur la santé? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est une situation qu'on doit prendre très au sérieux. D'ailleurs, la Direction de la santé publique de Montréal, depuis des années, s'occupe de cette situation-là, mais on sait que les changements climatiques, c'est une réalité, Monsieur le Président, et que dans les prochaines années, nous devons
améliorer constamment notre plan. Et nous allons en vivre cette année encore des épisodes de chaleur extrême. Alors, ce qu'il faut faire, il faut travailler avec la Ville de Montréal, il faut travailler avec la sécurité publique, il faut que nos équipes soient à pied d'œuvre. D'abord, pour repérer vraiment les personnes qui sont plus à risque, comme mon collègue député de Jonquière le mentionne, des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes aînées qui sont davantage isolées. S'occuper de ces personnes et vraiment, en termes d'environnement, avec la Ville de Montréal, avoir davantage des secteurs où est-ce qu'il y a davantage de verdure, parce que ce sont les îlots de chaleur aussi qui sont le problème et qui causent des problèmes de santé à cette population très vulnérable. Alors, nos actions vont s'intensifier pour le prochain été au cours des prochaines années. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas une nouvelle, là. L'été est à nos portes et les canicules vont revenir. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des victimes des canicules de l'an passé ne disposaient pas d'un climatiseur. On sait que les CHSLD n'en sont pas tous équipés de ces machines et quand il y en a, parfois, elles ne marchent pas. Qu'est-ce qui va être mis en place l'été prochain, spécifiquement sur cette question-là? Alors, c'est bien précis, puis c'est pour l'été prochain. Climatiseur, CHSLD. Madame la ministre, responsable des aînés. Et, Monsieur le Président, actuellement, il y a 92 des CHSLD qui ont des zones climatisées ou déshumidifiées. Le 25 mars 2019, le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux a fait parvenir une lettre à tous les PDG des CIS et des CIUS leur demandant de faire en sorte de maximiser à 100 les zones de déshumidification, la climatisation, pour que, durant l'été, nos aînés qui sont hébergés dans les CHSLD ne soient pas pris dans des zones de chaleur. Je peux déposer la lettre si vous voulez. Document à être déposé, vous acceptez le dépôt. Document déposé, accepté. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Sur l'enquête publique du coroner, on n'a pas eu de réponse claire. La coroner en chef le dit, la santé publique de Montréal le dit, l'Association des médecins en environnement le dit. Il y a des actions immédiates qui sont possibles, mais la coroner en chef est prête à faire une enquête publique. Alors, est-ce que le gouvernement va mandater immédiatement la coroner en chef pour faire cette enquête, pour qu'on ait des solutions, qu'on comprenne ce qui s'est passé l'été passé et qu'on passe à l'action pour le futur? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Et sur la question de l'enquête publique du coroner, le député de Jonquière, c'est sans doute que la coroner en chef a toute la latitude et toute la souveraineté pour ordonner ou non, déclencher ou non des enquêtes publiques sur une problématique. Celle des canicules en est un exemple parmi tant d'autres. Donc, elle peut déclencher cette enquête publique si elle le souhaite. Par contre, à notre niveau, nous estimons que nous mettons déjà en place énormément de mesures pour nous assurer que nos personnes ont accès à des zones climatisées. Ma collègue ministre responsable des aînés vient d'en parler. Une enquête publique, oui, c'est un intérêt certain même, je dirais, mais c'est long, c'est un processus. Il y a des audiences publiques, il y a un rapport, il y a des recommandations et ensuite, on peut les mettre en application. Nous comptons agir dès maintenant et c'est d'ailleurs ce que nous faisons en vue de l'été qui, comme le dit le député de Jonquière, est à nos portes. Question principale, Monsieur le député de Jean-Lesage. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, les gens de Québec ont appris que leur incinérateur a craché en moyenne 2 fois plus de monoxyde de carbone que la norme prescrite en 2018. Comme si ce n'était pas assez, la circonscription de Jean-Lesage, elle est bordée par des autoroutes. Elle héberge les 4 fours d'incinération de la ville. Elle est voisine du port qui nous envoie des poussières de métal. Les gens du Grand Limoilou sont parmi ceux qui respirent le plus de particules fines au Québec. Un sondage récent effectué dans le Vieux-Limoilou révélait que 9 personnes sur 10 sont inquiètes de la qualité de l'air et elles ont raison. La Ville de Québec est proactive, mais le gros problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment tout ce qu'on respire. Le ministre peut-il s'engager, le ministre de l'Environnement bien sûr, à assurer une veille en continu sur les polluants présents dans l'air des quartiers centraux de Québec? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, merci aux collègues pour la question. Effectivement, c'est un article qui a fait la manchette ce matin, mais une situation qui, elle, n'est pas nouvelle en soi. C'est le mandat du ministère de l'Environnement de s'assurer de la qualité de l'air, notamment. Donc, à la question précise du collègue, oui, une veille qui se fait. Et si jamais il y avait des ajustements qui devenaient nécessaires, il peut être assuré. Le ministère prendra ses responsabilités. Donc, non seulement la situation est connue, mais c'est une situation qui commande un suivi particulier qui est assuré présentement par le ministère de l'Environnement.
Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. La veille en continu ne se fait pas sur tous les polluants. Elle ne se fait pas sur l'arsenic, sur le dioxyne furane. Slavko Sebes est un expert qui a travaillé à la direction de la santé publique pendant 15 ans. En 2018, il nous disait que le ministère de l'Environnement manque de rigueur et camoufle des choses. L'arsenic, les dioxydes furane, le mercure, tout ça, ça échappe à notre vigilance, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement va faire une veille en continu sur tous les polluants pour qu'on sache ce qu'on respire à Québec? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je ne partage pas l'avis du collègue qui laisse entendre que le ministère de l'Environnement camoufle des faits. En fait, c'est le mandat et la responsabilité du ministère de l'Environnement de dresser le portrait le plus juste possible. Donc, on ne parle certainement pas de camouflage. Son mandat en est un de veille, en est un de s'assurer de la réglementation qui est en place. C'est un mandat avec lequel il a la latitude nécessaire pour agir aux besoins. Donc, la veille se poursuit, la transparence, elle est de mise et on peut être assuré de la collaboration de l'ensemble du ministère là, pour s'acquitter de ces différents mandats-là. Une complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. On ne sent pas vraiment le sentiment d'urgence dans ce que nous dit le ministre. Je pense qu'il ne prend pas au sérieux les informations qu'il a données et les critiques dont font l'objet l'observation des polluants dans le grand quartier du Grand Limoilou. On croirait entendre la réponse qu'il a donnée hier à ma collègue sur les enfants qui sont empoisonnés à l'arsenic à Rouyn-Noranda. Personne n'est rassuré au Québec. Quand est-ce que le ministre va prendre au sérieux ce que vivent les victimes de la pollution au Québec et qu'il va agir pour vrai? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je dois vous avouer, Monsieur le Président, j'ai de la difficulté à bien des égards, mais notamment sur le dossier de l'environnement, à suivre la cohérence dans les propos de Québec solidaire. Il y a quelques semaines, on nous priait de réitérer notre confiance à l'égard des fonctionnaires du ministère. On nous priait de réitérer sur la place publique à quel point ils étaient compétents, ce que j'ai eu l'occasion de démontrer à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, un jour, on nous demande de réitérer notre appui envers leur expertise. Le second, on nous demande indirectement de les condamner. Donc, moi, je peux rassurer le collègue. Au ministère de l'Environnement, on a des fonctionnaires d'une très grande compétence avec une réelle expertise et le suivi est assuré de façon adéquate. Question principale, Madame la députée de Verdun. Alors, Monsieur le Président, la politique culturelle déposée en juin dernier répond aux préoccupations des différentes associations d'artistes. La mesure 16 du plan d'action prévoit dans ses actions, à court terme, la révision des 2 lois sur le statut de l'artiste. On sait que les travaux des comités ont permis de recenser des solutions en 2018 visant un dépôt rapide des projets de loi. Lors de l'étude des crédits, j'ai demandé à la ministre où on en était avec la révision des lois. Malheureusement, la réponse de celle-ci a été la suivante. Ça va se faire dans l'ordre et ce n'est pas ici que je vais donner une date ce soir. C'était ça, sa réponse. J'ai posé une question légitime, mais encore une fois, la ministre a été incapable de démontrer son leadership dans un dossier. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut, une fois pour toutes, répondre à la question « Où en sommes-nous avec la révision des lois sur le statut de l'artiste? » Madame la ministre de la Culture et des Communications. Monsieur le Président, mon leadership, je l'assume à chaque jour. Et notre gouvernement l'affiche et l'assume à chaque jour relativement à la culture, aux communications et à la langue française. À l'égard de la question très précise que m'a posée la collègue députée, à l'égard des lois concernant nos artistes, j'ai répondu lors de l'étude de crédit, chaque chose en son temps, nous y viendrons, et je peux confier je sais que la députée n'aime pas lorsque nous faisons des travaux à l'intérieur du ministère ou lorsque je parle à des homologues ou quoi que ce soit, elle dit que c'est derrière les portes closes. Alors, chers collègues, du travail se fait actuellement, entre autres avec les membres de l'UDA. Pas plus tard que la semaine dernière, ils étaient dans nos bureaux et on est en train de discuter, de voir dans quelle mesure, quelles sont les problématiques particulières, dans quelle mesure nous pourrions améliorer les conditions des artistes, de tous les artistes. Ça nous préoccupe. Nous sommes là pour faire rayonner nos artistes, pour nous assurer, entre autres, qu'ils puissent vivre de leur art. Et nous avons des discussions actuellement avec les différents syndicats. N'en déplaise à la collègue qui croit que nous le faisons bien. Nous agissons, Monsieur le Président, nous agissons tous les jours. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Alors que répond la ministre au Conseil québécois du théâtre, qui écrit que le milieu se sent pris en otage du bon vouloir et de l'agenda politique du gouvernement dans ce dossier. Et s'il vous plaît,
Ne me répondez pas que vous n'avez pas le contrôle de l'agenda comme vous l'avez fait lors de l'étude des crédits. C'était indécent. Vous êtes au gouvernement. Que répondez-vous au Conseil québécois du théâtre? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai d'ailleurs pris soin de lire le communiqué envoyé par le Conseil. Et si je peux ajouter ma voix, j'aimerais dire aux gens du Conseil du théâtre de ne pas écouter les campagnes de peur et de propagande qui se déroulent depuis des mois et qui sont faites par ma collègue, qui se fait un malin plaisir. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le leader de l'opposition officielle, je le reconnais, il est debout, donc nous l'écoutons. Monsieur le Président, vous connaissez le règlement, on ne peut pas susciter un débat et on ne peut pas tenir de tels propos ici non plus. Monsieur le leader du gouvernement. Écoutez, Monsieur le Président, il y a une question qui est posée par la députée de Verdun. La députée de Montarville et ministre de la Culture répond à la question dans le cadre des discussions. Il faut prendre la réponse. Je comprends que la réponse ne satisfait pas l'opposition officielle, mais il faut prendre la réponse de la collègue. Monsieur le leader de l'opposition officielle, pour un dernier élément. Monsieur le Président, vous savez de quoi il est question. Je ne questionne pas la réponse, je questionne les intentions, les mots prononcés et le débat qu'elle a tenté de susciter. Madame la ministre, monsieur le leader du gouvernement. Écoutez, là, Monsieur le Président, on répond à la question. Si le Parti libéral veut bâillonner la ministre de la Culture dans le cadre de ses réponses, ça leur appartient. Mais quand même, laissez la ministre de la Culture... S'il vous plaît. Je vous demande votre attention. Nous compléterons l'échange sans le prolonger, monsieur le leader de l'opposition officielle, en complétant. Monsieur le Président, je réitère que c'était une question de règlement. Le leader du gouvernement, qui est maintenant un expert parce qu'il répond à peu près à toutes les questions de son gouvernement, sait très bien qu'on ne peut pas faire ça. Je vous ai demandé de le trancher, s'il vous plaît. Faites-le. Madame la ministre, vous allez poursuivre votre réponse. Je vous rappelle de ne pas vous interpeller. Je vous rappelle de vous adresser à moi, de faire en sorte qu'on puisse compléter la période de questions. Soyez tous prudents dans vos propos. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, si je peux réconforter les gens du théâtre, j'ai eu de très bonnes nouvelles pour eux. Dans le budget du 21 mars dernier, notre ministre des Finances nous a alloué une somme très, très importante et il y aura de belles annonces qui s'en viennent relativement aux sorties culturelles. Cela me fait à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.